Bonjour à tous. Nous allons maintenant parler de l'activité électrique du cœur. Puisque votre cœur, pour se contracter et faire circuler le sang, il est nécessaire qu'il ait une activité électrique. Et en fait, votre cœur, il possède des cellules qui sont capables de s'auto-exciter, c'est-à-dire de se dépolariser toutes seules, sans recevoir d'influx nerveux, ce qui signifie que votre cœur il est doué d'automatisme, on dit. Donc, dans votre cœur, vous avez deux types de cellules. Vous allez avoir des cellules musculaires, des cardiomyocytes simples, qui ne vont pas pouvoir se contracter tout seuls. Pour se contracter, ils vont devoir recevoir un signal électrique. Et ce signal électrique, il va être donné par un autre type de cellules que vous avez dans le cœur. Ce sont des cellules qu'on va appeler nodales, donc qui appartiennent au tissu nodal de votre cœur, et ces cellules-là, elles sont capables de se dépolariser, de s'auto-exciter toutes seules, sans recevoir d'influx nerveux. C'est ce qui vous permet d'avoir un cœur qui fonctionne sans l'intervention du cerveau. Le cerveau, il va juste être là pour réguler la fréquence cardiaque, le rythme de votre cœur. Mais c'est pas votre cerveau qui dicte à votre cœur de battre. Un cœur tout seul, isolé, à partir du moment où il a de l'oxygène et des nutriments, il est capable de battre tout seul. Donc là maintenant nous allons étudier justement ce tissu nodal, ces cellules qui sont douées d'auto-excitabilité, qui peuvent se dépolariser seules sans l'aide du cerveau. Donc on va se rendre compte qu'elles sont situées en différents endroits sur votre cœur qu'on va décrire maintenant. Donc vous avez d'abord en 1 le nœud sinusal, qui est situé dans l'oreillette droite, et plus particulièrement en haut de l'oreillette droite, au niveau de la veine cave supérieure. Donc c'est le nœud le plus important, puisque c'est lui qui va jouer le pacemaker, le rythmeur de votre cœur. Il va faire que votre cœur, il va imposer un rythme à 100 BPM, donc 100 battements par minute. Donc c'est lui qui va déclencher en fait la contraction de vos oreillettes. Puis vous allez aussi avoir en 2, donc plutôt au niveau de ce qu'on va appeler le plancher de l'oreillette, donc le bas de l'oreillette droite, le nœud septal, qu'on appelle aussi nœud auriculo-ventriculaire. Donc il est vraiment situé à la limite entre l'oreillette et le ventricule droit, au niveau de votre valve tricuspide. Et donc ce nœud-là, il va prendre le relais du nœud sinusal si celui-ci est défaillant. Et donc il va pouvoir imposer lui aussi un rythme mais qui sera plus bas. Il va servir aussi à faire le lien avec le nœud sinusal et à laisser passer le signal électrique des oreillettes vers les ventricules. Et ça va aussi être permis par le faisceau de His, qui prend naissance en fait au niveau du nœud septal et qui va ensuite descendre au niveau du septum interventriculaire et jusqu'à l'apex du cœur. Et ensuite, on verra que ce nœud septal, il va pouvoir se diviser en un réseau plus fin qu'on va appeler le réseau de Purkinje, qui va être son prolongement dans les parois des ventricules et qui va veiller à la bonne contraction des ventricules. Donc, le nœud 3, il a 2 rôles. On va dire que lui aussi, il est capable de prendre le relais si le nœud sinusal est défaillant. Donc il peut imposer aussi un rythme, mais qui, pareil que le nœud septal, va être plus faible. Et aussi, il va permettre du coup de la propagation du signal électrique dans les ventricules, avec ensuite les prolongements du réseau de Purkinje. Donc si on s'intéresse maintenant plus particulièrement à à quel niveau ça commence à se dépolariser, et puis comment cette dépolarisation elle se propage le long du cœur. Donc comme je vous l'ai dit, ça commence au niveau du nœud sinusal, donc en haut de l'oreillette droite, et ça va du coup se prolonger, enfin se répandre au niveau des 2 oreillettes, et du coup les 2 oreillettes vont pouvoir se contracter en même temps. Donc je vous rappelle, c'est la systole auriculaire. Puis ça va atteindre donc le nœud septal, et grâce à ça, ensuite, le faisceau de His. Le signal électrique va descendre le long du faisceau de His, et au niveau de l'apex, c'est là que va commencer ensuite la contraction des ventricules. Donc ça descend au niveau de l'apex, et ensuite ça remonte le long des faisceaux de Purkinje. Et donc ça va garantir une contraction des ventricules du bas vers le haut, puisque le but c'est bien de faire sortir le sang des ventricules du bas vers les artères qui sont situées plus haut. Alors, comment ça se traduit au niveau signal électrique?
on va se rendre compte donc que dès qu'on a une contraction du cœur, on va avoir si on fait un électrocardiogramme, donc électro ça veut dire électrique, cardio cœur et gramme enregistrement, donc on enregistre en fait on mesure l'activité cardiaque du cœur chez une personne, ça on va obtenir un tracé qui va être typique et un cycle cardiaque aura toujours la même allure au niveau du tracé. Et donc cette allure on va l'étudier maintenant, c'est ce qu'on appelle l'ECG. Donc, je commence ma dépolarisation au niveau du nœud sinusal, et petit à petit, ça se propage au niveau des deux oreillettes, et je vais avoir, une fois que mes deux oreillettes sont bien atteintes et dépolarisées, j'ai une contraction de mes deux oreillettes qui est simultanée, et on a la systole auriculaire qui va se traduire par cette première bosse au niveau de mon ECG qu'on appelle l'onde P. Donc l'onde P, c'est la dépolarisation auriculaire, ça correspond au moment où mes oreillettes vont se contracter. Ensuite, donc, ce signal électrique il se propage au niveau du nœud septal, puis au niveau du faisceau de His, il descend, et en fait, le moment où mon signal se propage le long de ce faisceau, on a ce qu'on appelle une pause. On a une pause sur le signal, donc le signal reste droit. C'est ce qu'on appelle la conduction auriculo-ventriculaire, c'est le temps que mon signal descende avant de pouvoir dépolariser les cellules du ventricule et ainsi commencer la contraction des ventricules. Et donc ma contraction des ventricules, elle va arriver une fois que mon signal électrique a atteint l'apex du cœur. Et là, ça va être matérialisé, ma contraction des ventricules, ma systole ventriculaire, par un bloc qu'on va appeler le complexe QRS, où on a d'abord une petite descente du signal, puis un pic, et de nouveau, ça redescend et ça descend plus bas que notre ligne moyenne. Donc là, c'est le Q, ici le R et ici le S. Donc ce bloc QRS, vous devez juste savoir, pas la peine de chercher à décrire ces phénomènes de descente et de montée, vous devez juste savoir que c'est la systole auriculaire. Ok. Et ensuite, vous avez une petite pause, puis vous avez la fameuse onde T, qu'on appelle la repolarisation ventriculaire. En fait, repolarisation ventriculaire, c'est le moment où vous allez relâcher, le signal électrique va s'inverser de nouveau et vous relâchez votre cœur, donc c'est la diastole ventriculaire. À savoir que notre repolarisation des oreillettes, donc c'est-à-dire le moment où nos oreillettes se relâchent, la diastole auriculaire, elle est masquée en fait par le complexe QRS, donc on ne la voit pas au niveau signal électrique. Et donc si je m'intéresse maintenant vraiment plus particulièrement à mon ECG, un ECG normal chez une personne, il doit ressembler toujours à la même chose, toujours à ce type de tracé avec mon onde P, systole, donc dépolarisation auriculaire, c'est-à-dire systole auriculaire, mon complexe QRS qui est la dépolarisation ventriculaire, donc la systole ventriculaire, qui masque ma repolarisation auriculaire et donc mon relâchement des oreillettes, suivi de ma petite bosse qui est mon onde T, où là la repolarisation ventriculaire, c'est le moment où mes ventricules se relâchent. Et suite à ça, j'ai un signal qui est plat pendant un moment, c'est mon relâchement général du cœur, donc oreillettes et ventricules sont décontractés, et donc c'est la diastole générale. Vous remarquerez que cette diastole générale, elle a un certain temps, donc par rapport à l'ensemble de mon cycle, donc ça c'est compris dans le cycle, la diastole générale, mais par rapport au reste du cycle, on se rend compte qu'elle dure quand même un certain temps, et ça sert à quoi? Ça sert à garantir que pendant ce laps de temps-là, on n'est pas capable en fait de recontracter tout de suite les oreillettes, ça permet de ne pas avoir une fréquence cardiaque trop élevée. Sur un ECG, vous devez être capable de délimiter un cycle. Donc pour ça, vous allez toujours vous placer à des endroits qui sont faciles à repérer. Donc le plus simple, c'est de commencer au moment où j'ai le début de mon onde P. D'accord? Donc la première petite bosse, je sais que c'est ici. Et du coup, je vais aller chercher le moment où je démarre un autre cycle, c'est-à-dire exactement le même endroit sur le cycle suivant, le tout début de ma deuxième onde P. Et donc entre les deux, ça délimite un cycle. Et donc je vais mesurer et je vais me rendre compte que dans mon cas, ce cycle il fait 20 petits carreaux. Donc je vais savoir que 20 petits carreaux, ça correspond à un cycle ou une révolution cardiaque. Sachant que mon échelle me donne 5 petits carreaux correspond à 0,20 secondes, je vais pouvoir faire un produit en croix et je vais obtenir la durée d'un cycle cardiaque et dans ce cas-là, ce sera 0,8 secondes. Suite à ça, je vais utiliser la formule de la fréquence cardiaque, donc pour rappel 60 divisé par la durée d'un cycle cardiaque, et donc dans mon cas ça va donner 75 BPM, 75 battements par minute.
Donc pour un ECG normal, il faut savoir que votre durée de cycle, elle sera souvent comprise entre 0,8 et 1,2 secondes. Ce qu'il est important maintenant pour vous de savoir faire, c'est lier l'activité électrique du cœur, les phases de l'ECG et l'activité mécanique de votre cœur. Donc savoir que tout est lié, et donc savoir que par exemple, mon onde P sur l'ECG, ça va correspondre au niveau phénomène électrique à l'onde de dépolarisation des oreillettes, et au niveau mécanique, ça va correspondre à la systole auriculaire. Mon complexe QRS, comme on l'a déjà vu, c'est la propagation de l'onde de dépolarisation au ventricule, d'accord? Donc c'est la dépolarisation des ventricules, et au niveau mécanique, ça correspond à la systole ventriculaire. Je vous rappelle que ce complexe QRS, il masque la repolarisation de mes oreillettes. Donc leur relâchement, il est masqué ici. Et enfin, mon onde T, c'est la repolarisation des ventricules au niveau phénomène électrique, et ça correspond au niveau phase mécanique à la diastole de mes ventricules. Et enfin, derrière, sur mon ECG, j'ai une pause qui correspond donc à un repos électrique, c'est mon intervalle TP sur l'ECG, le moment où mon signal reste plat, et ça correspond à la diastole générale, le relâchement général de mon cœur. Et donc maintenant, dernière chose qu'il est important pour vous de savoir faire, c'est repérer un ECG qui va être anormal et d'être capable de dire de quelle anomalie il s'agit. Donc vous allez pouvoir avoir les anomalies de rythme. Donc par exemple, dans le premier cas, si j'observe mon ECG, je me rends compte que j'ai bien toutes mes ondes, tous mes phénomènes sont bien représentés, j'ai mon onde P, mon complexe QRS et mon onde T. Par contre, je me rends compte que l'espacement entre chaque cycle varie tout le temps, des fois il est plus petit, des fois il est plus grand. Donc là, on va parler d'arythmie. J'ai un problème de rythme. Donc A, je vous rappelle, ça veut dire manque de, absence de, et rythmie, rythme. Donc j'ai une absence de rythme, on fait de l'arythmie dans ce cas-là. Ce tracé-là, quand vous êtes plus du tout capable de décrire les différentes ondes, bon, comme là c'est le cas, vous êtes vraiment incapable de voir l'onde P, le complexe QRS, etc. Et en plus, vous avez une fréquence cardiaque qui est très élevée, ça peut aller de 200 à 400 BPM. Dans ce cas-là, on dit qu'on est en fibrillation ventriculaire, donc votre cœur ne marche plus, il est plus du tout efficace, il va plus être capable de faire circuler le sang de votre corps. Et donc là, c'est le fameux moment où vous allez devoir utiliser un défibrillateur, pour relancer l'activité électrique du cœur. C'est le seul moyen de faire repartir le cœur comme il faut. Dans le tracé numéro 3, vous vous rendez compte que vous avez bien les différentes ondes, donc l'onde T suivi du complexe QRS, et ensuite mon onde P, suivi du complexe QRS et mon onde T à la fin. Sauf que mes cycles sont très rapprochés, ils sont beaucoup trop rapprochés, j'ai quasiment pas de phase de repos électrique. Et là, dans ce cas-là, c'est que je suis en tachycardie, donc tachy, ça veut dire accélération, cardie, c'est rythme cardiaque. Donc j'ai une accélération de mon rythme cardiaque, donc de ma fréquence cardiaque. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut traiter, puisque ça fatigue énormément le cœur et votre organisme. Ça empêche de réoxygéner comme il faut vos tissus. À l'inverse, vous pouvez avoir ce qu'on appelle la bradycardie, donc brady, c'est ralentissement, donc cardie, rythme cardiaque. Et donc là, vous vous rendez compte que vous avez bien les différentes ondes. Par contre, vos cycles cardiaques sont très espacés, plus espacés que la normale. Donc là aussi, la personne peut ressentir un certain malaise puisque la fréquence cardiaque est trop faible. Vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle les extrasystoles. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une extrasystole? C'est quand vous avez, donc, pareil, je suis capable de décrire mes différentes ondes. Donc, mon onde P, mon complexe QRS et ensuite mon onde T. Sauf que normalement, derrière, j'ai bien une pause, mon repos électrique. Et il arrive qu'en fait, j'ai un pic qui survient durant cette phase de repos. Un pic qui monte généralement plus haut, qui ne devrait pas être là. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une extrasystole. J'ai une contraction qui se fait très vite, alors que je devrais être en phase de repos. Voilà. Et derrière, c'est généralement suivi d'une phase de repos plus longue. Ça arrive quand les personnes prennent certaines drogues, et la caféine, notamment, peut faire des extrasystoles. Peut provoquer des extrasystoles. Et enfin, dernière anomalie que vous devez être capable de reconnaître, c'est le bloc auriculo-ventriculaire. Donc ça se produit quand vous avez une désynchronisation des oreillettes et des ventricules, c'est-à-dire que mes oreillettes, elles vont se contracter normalement à un rythme de 100 BPM imposé par le nœud sinusal, mais derrière, mes ventricules, ils vont se contracter beaucoup plus lentement. Et du coup, ça va se métalliser par un moment où je vais avoir 2 contractions successives d'oreillettes sans avoir de contraction de ventricule.
Donc ça, c'est un bloc auriculo-ventriculaire. Et ça se traite à l'aide d'un pacemaker. Je vous remercie pour votre attention.